bien contente de vous parler cet après-midi de cette question de la valorisation économique de différents types de production agricole qui favorisent la biodiversité, qui sont plus... qui permettent de travailler différentes modalités de manière plus écologique. Donc on a parlé toute la semaine de ces différentes manières de travailler, de comment biodiversité et agriculture se concilier, etc. De tout ce que ça pouvait représenter de revaloriser la biodiversité d'un point de vue technique et d'un point de vue biologique. Et donc aujourd'hui, moi je vais vous en parler plutôt d'un point de vue social et d'un point de vue économique et puis un petit peu d'un point de vue politique. Donc l'idée c'est qu'on est dans un contexte, en particulier dans les pays du Nord, dans lequel on a des dynamiques de marché qui bougent beaucoup. On a un boom des labels de la qualité dans l'agroalimentaire, ce que vous avez certainement pu observer, c'est particulièrement vrai en France. Donc on a des labels qui valorisent des nouvelles manières d'échanger, des manières d'échanger qui sont plus justes, plus équitables, qui font de la publicité là-dessus, qui communiquent sur ces questions-là. Des labels qui valorisent le fait d'avoir une agriculture biologique, c'est-à-dire une agriculture qui justement remet au cœur des questions agricoles les processus biologiques. Des labels qui valorisent différents types de qualités liés à des dynamiques locales particulières, donc les labels d'indication géographique qu'en France on appelle soit appellation d'origine protégée, soit indication géographique protégée, et je reviendrai là-dessus quand je vous parlerai d'exemples concrets. On a d'autres formes de valorisation qui valorisent différentes manières de travailler de manière plus environnementale dans l'agriculture, mais aussi dans la forêt, également pour l'aquaculture, donc dans les différentes productions agroalimentaires et au-delà, tout ce qui valorise le biologique. Et puis des manières de valoriser des productions locales, au-delà de tout ce qui est indication géographique, donc de ce genre de dynamiques qui sont assez institutionnelles. D'autres manières de dire on valorise le fait que localement on a des pratiques tout à fait particulières, qu'on travaille différemment, qu'on a des ressources qu'on exploite autrement, de manière plus satisfaisante pour notre environnement, plus satisfaisante socialement. Donc on a différents types de labels, et ces labels... Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel développement? C'est parce que, comme vous le savez, on a de nouvelles demandes, on a de nouvelles attentes de la part des consommateurs qui sont plus conscients de toutes ces questions-là, les questions sociales, les questions environnementales, et qui du coup, dans certains cas, sont prêts à payer plus cher pour des productions qui respecteraient mieux leur environnement et qui respecteraient mieux les conditions sociales de production. Donc ça donne lieu à tout un tas de nouveaux dispositifs dans les filières, dans les chaînes de valorisation. Et ça se traduit soit par des signes officiels. En France, on a beaucoup de labels de ce type-là, les labels rouges, ceux dont je parlais, AOP, IGP, l'agriculture biologique, qui est aussi une norme publique. Et puis on a aussi des stratégies de marque, des stratégies de normes qu'on appelle des normes privées. Donc la plupart des standards durables sont dans ce cas-là. Vous avez certainement déjà vu des labels type Rainforest Alliance que je présentais juste avant. Et puis ça fait appel à des dispositifs particuliers dans la filière pour s'assurer qu'effectivement on respecte bien les conditions qu'on s'est engagé à respecter. Et donc des formes de certification particulières, des formes de contrôle particulières, et on en a différents types. Et puis évidemment, et puis en ce moment c'est d'actualité, ça pose des questions de traçabilité. Donc on a tout un tas de dispositifs qui se développent en ce sens, tout un tas de dispositifs qui sont portés par différents types d'acteurs, donc aussi bien par les opérateurs traditionnels des filières, mais de plus en plus d'organisations non gouvernementales, de plus en plus d'associations type WWF qui s'engagent dans ces types de labellisation, justement parce que c'est des manières de changer nos pratiques. C'est des manières de changer nos pratiques de production, nos manières d'échanger, la manière dont on travaille dans les filières et la manière dont on consomme. Donc du coup, c'est considéré de manière de plus en plus intéressante par différents types d'acteurs. Et puis le fait que ces dispositifs se développent, eh bien, ça implique de nouveaux types d'acteurs qui se professionnalisent dans des segments particuliers, en particulier la certification. Et puis ça implique effectivement une nouvelle manière de travailler. Donc également, l'État peut intervenir différemment. Ce que je vous disais, l'agriculture biologique, c'est en France une norme publique. En Afrique du Sud, pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Donc des réglementations qui évoluent au fur et à mesure que ces stratégies de qualité et de labellisation se mettent en place. Donc je ne vais pas redire ça, ce que je disais, donc on a différents types de valorisation, on a ce qu'on appelle différents types d'attributs, c'est-à-dire on va valoriser différentes choses. Et puis du coup, ça redéfinit ce que je disais,
la manière dont on travaille au niveau de la production, la manière dont on organise les échanges et la manière dont on consomme. Et si, effectivement, c'est des choses qu'on observe surtout dans les pays du Nord, on voit que de plus en plus, c'est également des choses qui se développent dans les pays du Sud, essentiellement dans des pays qui se développent de plus en plus, comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Mexique. Et les exemples sur lesquels je vais m'appuyer seront effectivement des exemples indiens et des exemples sud-africains. C'est aussi parce que c'est quelque chose d'important dans le commerce international. Donc là, ce que je dis, c'est que les pays du Nord sont particulièrement touchés, c'est-à-dire les consommateurs au Nord sont particulièrement sensibles à ces questions-là. Mais de plus en plus, les consommateurs aussi le sont, même si ça représente évidemment beaucoup plus des phénomènes de niche dans les pays du Sud. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on traite de cette question des labels quand on parle de transformer les agricultures? C'est parce que le fait d'avoir des labels qui portent sur les manières de produire et pas uniquement sur la qualité finale du produit, ça permet de valoriser différentes manières de travailler et du coup ça peut être un outil de reconnaissance et un outil de création de valeur. Et la question c'est de création de valeur pour qui, pourquoi, comment. Et ça peut permettre de valoriser des ressources spécifiques. Et du coup, la biodiversité, c'est un atout intéressant pour les producteurs qui vont savoir la valoriser. Donc la question qu'on s'est posée, et sur les travaux sur lesquels on a fait porter nos recherches, sont des travaux sur quel est le potentiel de ces différents types de labels dont je viens de parler. Et donc au CIRAD, on travaille sur ces questions-là avec nos partenaires au Sud. Et donc je vais vous parler de deux cas. Un cas assez rapidement pour donner les enjeux de manière globale, qui est le cas du café en Inde, et ensuite je vous parlerai du rooibos en Afrique du Sud, de manière un petit peu plus complète. Donc pourquoi la question du café en Inde quand on parle des labels et de la biodiversité? D'abord parce que cette zone de l'Inde que vous voyez ici, c'est une zone qui est particulièrement importante du point de vue de la biodiversité. C'est ce qui est qualifié comme un hotspot de biodiversité, avec des espèces qu'on ne trouve que dans ces zones-là. On a dans une partie de cette zone-là, dans la zone du Courg, on a une production de café qui est une production importante pour la zone. C'est le principal moteur économique de cette région-là. Et c'est une production de café qui se fait dans des systèmes agroforestiers qui ont encore une grande biodiversité. Donc la réputation de ce café est très liée au fait que ces agriculteurs-là travaillent d'une manière qu'on a qualifiée de cultivant la biodiversité d'une certaine façon. Ils valorisent des systèmes très divers et ils travaillent dans des systèmes avec plusieurs types d'espèces, notamment en termes de couverts forestiers. Mais, et c'est pour ça que c'est important aussi de travailler sur cette valorisation économique, on a une tendance dont on a beaucoup parlé à la simplification de ces systèmes-là. Et on observe une extension de zones de café moins agrobiodiverses, de plus en plus au détriment de la forêt. Mais dans une zone qui est encore actuellement très riche et qui a une réputation de ce fait-là pour l'instant. Donc ce que je vous disais, une mégafaune qui est intéressante avec des tigres, etc., des espèces qui sont très symboliques, des réserves forestières, des agroforêts avec du café cultivé sous ombrage, avec des espèces associées type la cardamome, qui sont également valorisées économiquement. Et puis ces systèmes-là qui font partie intégrante de l'identité culturelle de ces populations qui sont locales, qui sont les populations Kodava. Mais de plus en plus, on observe une érosion de cette biodiversité, une simplification du couvert et un recul de la forêt. Du coup, on s'est intéressé à différents types de labels, type ce que je disais, Rainforestal Alliance, agriculture biologique, etc. Mais également indications géographiques. Et c'était aussi pour ça que l'Inde nous intéressait, parce qu'en Inde, comme en France, on a une législation particulière, on a une réglementation particulière qui permet d'établir des indications géographiques. Et si vous êtes intéressé par la question, vous avez ici un panneau qui présente un peu plus cette question-là en Afrique, parce que c'est un enjeu partout dans le monde de construire ces cadres de réglementation qui vont permettre de valoriser différentes manières des productions locales. Et je vais y revenir sur le cas du rooibos. Donc là, simplement, ce qu'on voulait signaler, c'est que c'est particulièrement clé d'avoir un cahier des charges dans lequel on va pouvoir inscrire ces pratiques qu'on qualifie de biodiverses. Et cela en lien avec le fait qu'on a la capacité de les contrôler. Donc à la fois le fait d'établir dans le cahier des charges et d'avoir un dispositif de contrôle. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ça, on va l'observer
c'est systématique dans les labels environnementaux. C'est pas forcément le cas dans les autres labels. Mais après, se pose la question de savoir qui c'est qui est en mesure de participer à la définition de ces cahiers des charges, qui c'est qui va déterminer ce qu'on va mettre dedans, c'est-à-dire quel type de couvert végétal on va accepter, quelle association avec le café, etc. Est-ce qu'on travaille avec quel type de système irrigué? Et du coup, donc la capacité à adapter ces cahiers des charges à des pratiques particulières et à différents types de producteurs. La question que pose un certain nombre de types de labels environnementaux, c'est qu'ils sont construits globalement et que du coup, c'est beaucoup plus difficile de les adapter à des situations tout à fait particulières. Donc ça pose la question du pilotage de ces labels. Est-ce qu'on a un pilotage local qui permet effectivement d'introduire différentes manières de travailler, ou est-ce qu'on a un pilotage qui est global, et dans ces cas-là, qui risque d'être plus contraignant pour des producteurs qui ne seraient pas en mesure de s'y adapter, en particulier parce que ça peut impliquer des formes d'investissement, etc. Donc à la fois, ça peut permettre à ces agriculteurs qui vont être en mesure de rentrer dans ces filières labellisées, qui vont être en mesure de valoriser comme ça leur production, d'obtenir un prix plus rémunérateur. Et à la fois, pour les agriculteurs qui ne vont pas pouvoir rentrer dans ces filières-là, ça constitue des coûts particuliers, ça constitue des mécanismes d'exclusion et dans certains cas, une capacité de plus en plus réduite à accéder au marché du fait du développement de ces labels dans lesquels, eux, n'arrivent pas à entrer. Donc des problèmes particuliers. Alors du coup, pourquoi l'indication géographique nous a particulièrement intéressés? Parce que c'est un outil, lorsqu'il est bien construit et lorsque le cadre est adapté, qui permet de définir les conditions de production localement, et dans lesquelles les conditions de production sont définies par les porteurs de l'initiative. Et donc dans les porteurs de l'initiative, en particulier les producteurs. Et du coup, c'est en ce sens-là que c'est un label qui nous intéresse. Et quand je parle de cadre légal adapté, c'est ce que je vous disais, il n'existe pas partout. Il est en construction dans bien des cas. Il y a un cadre international qui est défini par l'Organisation mondiale du commerce dans le cadre de la propriété intellectuelle. C'est lié au droit des marques, c'est lié à ce genre de type de droit. Et ensuite, il y a la définition au niveau national d'un cadre qui est plus ou moins approprié, qui est plus ou moins exigeant et qui va permettre ou pas, justement, quand je dis plus ou moins exigeant, dans certains cas, comme en Afrique du Sud, il n'y a pas d'exigence d'avoir un cahier des charges particulier. Dans d'autres cas, comme l'Inde, oui, il y a une exigence d'avoir un cahier des charges particulier. Et donc ça fait des différences. Donc ça pose la question de quelles sont les conditions dans lesquelles ces indications géographiques vont être des instruments pour valoriser la biodiversité et quelles sont les dynamiques qui sont en jeu. Donc là, je vais vous parler plus particulièrement du Rooibos, et Maya est là avec moi, elle a travaillé avec moi sur cette question, donc sur question, elle sera tout à fait bienvenue pour intervenir. Donc le Rooibos, certains d'entre vous connaissent peut-être parce que c'est un produit qui se développe de plus en plus en France, mais qui pour l'instant reste quand même assez limité. Si on traduit en français, Rooibos, ça veut dire buisson rouge, mais beaucoup de gens disent thé rouge. C'est une infusion, c'est aussi la base de produits cosmétiques. Et c'est une espèce qu'on ne trouve qu'en Afrique du Sud et que dans une zone particulière d'Afrique du Sud que je vais vous montrer. Et c'est une espèce et une plante et un produit qui est particulièrement important pour les Sud-Africains. Tous les Sud-Africains boivent du Rooibos ou au moins connaissent. C'est quelque chose de particulièrement important pour eux. Et c'est lié à des savoir-faire traditionnels qui représentent cette mixité de ce qu'est l'Afrique du Sud, c'est-à-dire à la fois les populations indigènes locales qu'étaient les Khoikhoi et les San et maintenant leurs descendants, et les populations africanaires qui se sont établies depuis plusieurs siècles maintenant. Et c'est intéressant parce que c'est une plante qui est à la fois cueillie de manière sauvage, mais également cultivée, donc avec une grande variété de pratiques. Et c'est une plante qui est très demandeuse en main-d'œuvre, qui donc localement a beaucoup d'importance pour ces populations-là. Donc quand je vous disais que c'était une plante qu'on ne trouvait que en Afrique du Sud, en fait on la trouve même plus particulièrement que dans le Fynbos. Et le Fynbos, c'est une des 6 grandes régions au plan écologique dans le monde. On trouve plus de diversité dans cette région-là, qui est pourtant une région aride, qu'en Amazonie, en forêt amazonienne. C'est là qu'on a recensé le plus d'espèces. Et de ce que je vous disais, une région aride, donc de très faibles précipitations. Voilà le type de paysage qu'on trouve là. Et puis des populations essentiellement rurales, dont
le rooibos constitue une des principales sources de revenus, en particulier pour les populations défavorisées de ces zones-là. Donc des enjeux particulièrement importants, à la fois sur les plans environnementaux et sur les plans sociaux. Donc plus particulièrement, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une production qui s'est développée dans un berceau particulier qui est la zone du Cederberg, avec une limite au nord qui est une limite écologique et un développement au sud de cette culture-là qui pose des questions particulières. Et ces développements-là sont liés à différents types de qualités en fonction des zones, avec donc ce qui est qualifié de terroir, de même qu'on parle de terroir dans le vin. Dans cette tisane, qui est aussi quelque chose de tannique, on va trouver des qualités particulières en fonction des zones. Donc du coup, on a différents types de marchés. Un marché local qui est établi depuis très très longtemps, du fait que la consommation du rooibos se fait depuis plus d'un siècle. Et un marché international qui, bien que s'étant constitué il y a également plus d'un siècle, s'est véritablement développé dans les 20 dernières années, en particulier en Europe. Donc maintenant, on va trouver du rooibos chez Fauchon, chez Frères Mariage, mais également chez Leclerc. Donc on va trouver de plus en plus du rooibos en France dans différents types de filières. Et puis différentes formes de labellisation, donc c'est aussi pour ça que ça nous a intéressés. On trouve le commerce équitable, on trouve l'agriculture biologique, on trouve différencier le fait de cultiver, le fait de produire du rooibos cueilli sauvagement, et puis des marques privées, parce que comme on a des terroirs particuliers, on a des domaines qui se sont établis dans ces zones-là, et donc comme dans le vin, on va trouver du rooibos de tel domaine, et du coup une marque qui va venir garantir que le rooibos provient de ce domaine-là. Et puis l'idée que, comme il y a toutes ces stratégies de marque, que c'est quelque chose de très développé, eh bien, il y a eu des problèmes d'usurpation, c'est-à-dire de gens qui ont utilisé le nom rooibos pour soit en utilisant d'autres produits, soit en utilisant du rooibos de très mauvaise qualité. Donc des problèmes de cet ordre-là, et puis des problèmes également du fait, et c'est encore en pleine actualité, si vous voulez on y reviendra, des problèmes de marques qui ont voulu s'approprier et s'accaparer le nom rooibos, et ça s'est produit en particulier il y a une dizaine d'années avec les États-Unis, et il y a eu un grand combat États-Unis-Afrique du Sud porté en particulier par les producteurs, mais également par le gouvernement à ce moment-là, parce que ça signifie que les producteurs de rooibos et tous les transformateurs, toute la filière locale ne pouvaient plus utiliser le nom rooibos pour commercialiser sa production aux États-Unis. Donc c'était quand même un enjeu majeur de ce point de vue-là. Et on retrouve actuellement cette question-là en France avec une autre compagnie qui a voulu déposer ce genre de nom. Donc c'est vraiment des enjeux qui sont particulièrement importants. Et de ce point de vue-là, l'indication géographique qui porte sur les noms des productions, miel de Côte d'Avoue et dans notre cas rooibos, serait importante parce que ça signifie que collectivement, tous ceux qui participent à la démarche d'indication géographique vont protéger d'une manière qui leur correspond et qui correspond à leur pratique ce nom-là, le nom rooibos. Donc il y a un enjeu fort de ce point de vue-là et les acteurs de la filière localement en sont très convaincus. Et c'est en ce sens-là qu'on a mené une recherche qu'on qualifie de recherche-action, c'est-à-dire on a accompagné ces producteurs et ces transformateurs localement pour qu'ils puissent développer cette démarche d'indication géographique qui n'existe pas pour l'instant en Afrique du Sud en dehors du secteur des vins et pour lequel l'État sud-africain ne s'est pas organisé pour accompagner ses producteurs en ce sens-là, pour l'instant. Donc ce que je vous disais, une grande diversité de labellisation, vous voyez, et puis une grande diversité de mélanges. Le rooibos, on peut le consommer seul, mais on peut aussi le consommer avec des arômes, avec d'autres types de tisanes, etc. Donc vous voyez le bio, l'équitable, etc. Mais également la valorisation. Wuppertal, c'est une des deux communautés locales qu'on qualifie de défavorisées, qui a des revenus très faibles et qui travaille sur de toutes petites exploitations ou qui produit le rooibos sauvage. Mais des stratégies qui sont pour l'instant essentiellement dominées par l'aval de la filière, donc essentiellement par les gens qui exportent le rooibos depuis l'Afrique du Sud. Donc pourquoi on en parle aujourd'hui dans une conférence qui est très liée au thème de la biodiversité? Parce que je vous disais, le rooibos c'est dans une région particulière qui est le fynbos, donc dans lequel on a des espèces protégées et des espaces protégés et des plantes qui sont très rares et menacées. Et avec le risque que fait courir le développement de la production du rooibos que je vous montrais qui s'étend vers le sud, sur ces écosystèmes du fynbos qui sont très particuliers. Et puis, par ailleurs, une grande diversité dans les types de rooibos qui pourrait devenir
particulièrement intéressante dans un contexte dans lequel, dans cette région aride, le changement climatique pourrait amener à vouloir produire de nouvelles variétés pour ce qui serait plus adapté à des conditions de sécheresse plus grandes en particulier. Donc un pool de ressources génétiques qui est important, différents types, donc je le disais, d'exploitation de la ressource à partir de laquelle on produit le rooibos, qui est cette plante Aspalathus linearis, avec des risques de surexploitation de la ressource quand on l'accueille de manière sauvage. Et puis, pour l'instant, une seule variété cultivée, avec les questions que ça pose de ravageurs, etc., de développement de la monoculture dans les zones d'expansion. Donc, à la fois, ce problème de l'expansion du rooibos dans le fynbos avec de nouveaux types d'exploitation dans des zones qui sont certainement un peu moins adaptées à la production de rooibos, et à la fois des pratiques qui se sont établies il y a très longtemps par différentes populations qui ont conduit à de nouveaux savoir-faire, à différents types de savoir-faire sur lesquels je vais un petit peu revenir, et l'enjeu de pouvoir maintenir ces pratiques-là dans ce contexte actuel. Donc ce que je disais, des pratiques qui étaient peu différenciées jusqu'au début des années 2000, avec donc des parcelles qui se développaient, de petites parcelles qui étaient développées, bien qu'on se retrouve dans des zones de très grandes exploitations, mais sur lesquelles en fait peu de l'exploitation était cultivée. Donc on gardait beaucoup de parcelles non cultivées, non exploitées. C'était une manière de s'adapter à ces milieux qui sont tout à fait particuliers. Donc on pouvait faire paître des moutons, etc. Mais on gardait des parties paysagères, des parties non exploitées sur ces exploitations-là. Et ça permet également de garder la biodiversité sauvage et de garder la biodiversité liée au rooibos. Et puis, avec des savoir-faire particuliers sur, du coup, quand on cultive pas tout, quelles sont les parcelles qu'on va cultiver, le choix, une plante qui est, ce que je vous disais, qui n'est adaptée qu'à ce milieu-là, donc quels sont les sols qui sont appropriés, etc., etc. À quel moment est-ce qu'on récolte? C'est comme le vin, il y a des moments où on récolte, il y a des savoirs sur la quantité, le contenu tannique de ces vins-là, de ce produit-là, etc. Et puis des variations qui sont liées au fait donc on a des terroirs particuliers, des pratiques de production particulières, et donc également des savoir-faire au moment où on transforme le rooibos, au moment où on le met en paquet. Donc différents types de savoir-faire. Et puis ce que je vous disais, donc le rooibos et la biodiversité ont partie liée depuis toujours, et à côté de ça, le rooibos en se développant représente une menace pour la biodiversité sauvage de plus en plus du fait de ces changements de pratiques qui se sont produits depuis une dizaine d'années avec le développement de l'irrigation, de plus en plus d'appels à des pesticides, à des herbicides, etc., des fertilisants. Et du coup, des parcelles plus importantes et moins de respect de la biodiversité autour. Des parcelles qui se développent sans haies, pas de corridor biologique au sein de l'exploitation, alors que traditionnellement, les exploitants avaient ce type de savoir-faire et mélangeaient biodiversité sauvage et biodiversité cultivée au sein de leurs exploitations. Et maintenant, avec les problèmes que cela pose, je vous disais les problèmes de ravageurs quand on a des monocultures, le fait qu'on épuise les sols, donc on a des sols qui sont de plus en plus dégradés, les problèmes du changement climatique que j'ai un petit peu abordé, une prise de conscience qui se fait localement des problèmes environnementaux, et en général des problèmes environnementaux, et puis également, plus particulièrement, des questions liées à la biodiversité, donc le pool de ressources génétiques, l'importance qu'il pourrait avoir si on a besoin de développer de nouvelles variétés, et le développement d'autres activités pour lesquelles la question paysagère est importante. Le fait d'avoir ces paysages qui ont été façonnés par le rooibos depuis plus de 100 ans, ça devient particulièrement important quand sur l'exploitation, on ne fait plus seulement de la production de rooibos, mais également qu'on accueille à la ferme, etc., qu'on vend sur place, qu'on fait de la vente directe. Donc à la fois une revalorisation maintenant et une émergence de nouvelles pratiques respectueuses de la biodiversité, avec des initiatives qui viennent accompagner ces processus locaux, avec les petits producteurs qui sont accompagnés par des associations de développement, qui viennent justement aider à repenser les pratiques localement,
Et puis des initiatives portées à la fois par d'autres types d'ONG et par les pouvoirs publics localement, avec une initiative qui porte sur la biodiversité, Sustainable Rooibos Initiative, qui a lieu également pour d'autres produits, et en particulier le vin, et qui se développe. Et puis la démarche d'indication géographique dont je vous parlais. Donc du coup, cette biodiversité, on a vu qu'elle était importante du point de vue du rooibos, du point de vue de sa production, du point de vue de sa qualité. Et donc, progressivement, avec cette démarche d'indication géographique qui était au départ liée à la protection du nom, au fait de pouvoir garder le nom localement, il y a eu cette prise de conscience que c'était important de continuer à y associer des pratiques qui étaient respectueuses de la biodiversité, que la réputation du rooibos, elle était liée à ça, et que c'était intéressant dans la stratégie de labellisation liée à l'indication géographique de faire valoir ces pratiques-là et donc de les maintenir et donc de les préserver, du fait de la fragilité des milieux, etc., etc., tout ce dont je viens de vous parler. Et ça a conduit à faire reconnaître par les différents acteurs localement et par la filière et par les porteurs de la démarche indication géographique qui représentent localement les différents types d'acteurs, de faire reconnaître l'importance qu'il y avait à avoir des corridors, à avoir des haies, etc. Et du coup, d'inclure ce genre de considération dans le cahier des charges. Donc du coup, c'est un exemple dans lequel on voit que le fait d'avoir eu ce processus de négociation autour de l'indication géographique, le fait d'avoir construit localement, d'avoir établi localement, et je pourrais revenir sur la manière dont ça s'est fait, ce cahier des charges, ça a créé un nouvel espace dans lequel on peut discuter de ces questions de biodiversité, de ces questions de changement climatique, etc. Et ça a permis de changer les termes du débat par rapport à une vision dans laquelle le rooibos était une menace vis-à-vis d'une vision dans laquelle le rooibos avait partie liée de manière positive avec la biodiversité. Donc, si on prend d'un point de vue plus général cette question de l'indication géographique, pourquoi est-ce que ça a pu se produire? Parce que localement, on avait une filière qui était organisée, des producteurs qui étaient en association avec les transformateurs, que donc il y avait un espace dans lequel la filière localement pouvait discuter. Et puis, des petits producteurs qui avaient voix au chapitre, parce que travaillant avec des ONG sur le commerce équitable, ils avaient acquis eux aussi une légitimité et une capacité à s'exprimer et à faire valoir la manière dont ils travaillaient sur les marchés. Donc, différents types d'acteurs qui ont pu travailler localement. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on va observer partout. Et c'est important dans la capacité de ce type de label à effectivement valoriser des pratiques durables, des pratiques liées à la biodiversité et des pratiques qui soient socialement responsables. Et puis, ce que je vous disais, c'est que ça s'est fait dans le cadre d'une recherche-action. Ça s'est fait avec un partenariat local avec le département provincial de l'agriculture. Et ça a été un élément clé parce que les compétences sur comment est-ce qu'on construit un cahier des charges d'indication géographique, elles n'existaient pas au départ. Et donc, c'était particulièrement important. Et ça, on ne va pas l'observer partout. Et ça fait partie des données de la question de savoir comment est-ce qu'on construit cet accompagnement et que ce n'est pas juste des success stories, des cas comme ça qu'on peut venir vous présenter comme des succès, mais qu'il y a d'autres cas dans lesquels on va avoir le contexte favorable, l'organisation, c'est pour ça que je disais sur le plan juridique en particulier, et les compétences pour pouvoir développer ce genre de démarche. Et donc ça, c'est lié à la capacité publique. Et à la capacité publique, j'écris aussi d'évaluer la pertinence des demandes d'enregistrement, parce qu'un élément moteur, c'est que le rooibos se développe en Europe. C'est en Europe maintenant qu'on a des problèmes de nouvelles marques, etc., qui viennent menacer le nom rooibos. Et donc la volonté, c'est d'avoir une indication géographique et donc une appellation d'origine protégée en Europe. Et là, on a un cadre qui est très bien construit en Europe. Et le fait de s'inscrire dans ce cadre-là, ça permettait de penser qu'est-ce qui était pertinent, comment est-ce qu'on conçoit qualité, biodiversité ensemble. Et c'est très important dans le fait de pouvoir avancer et dans le fait de pouvoir avoir des démarches précises qui allient les questions techniques, les questions sociales, les questions économiques. Donc plus généralement et en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que on voit que ces phénomènes de label, d'une certaine façon, c'est de dire la production agricole, c'est pas juste une production de biens alimentaires de base, mais c'est aussi une production agricole qui nous permet de maintenir notre biodiversité,
qui nous permet de continuer à avoir des espaces ruraux qui se développent, etc. Et du coup, c'est important de savoir comment on répond à ces questions-là, sachant qu'il y a un intérêt de ce point de vue-là d'un certain nombre de consommateurs et que cet intérêt s'élargit de plus en plus et plus généralement de la part des citoyens. Donc comment on répond à ça? Et on voit que ce n'est pas uniquement du ressort de la sphère publique et d'instruments de politique, mais également ces labels peuvent contribuer à ce genre de démarche et à ce genre et à faire en sorte que l'agriculture soit productrice de biens et de différents types de services, ce dont il a été question toute cette semaine. Donc d'autres exemples, juste parce que j'ai beaucoup parlé d'indications géographiques, maintenant certains chercheurs au CIRAD réfléchissent sur la possibilité de directement labelliser les paysages, de ne plus uniquement travailler à l'échelle du produit, mais de travailler à la valorisation directement de différents types de paysages parce qu'ils ont une valeur écologique et parce qu'ils ont du sens, du coup, socialement, du fait de leur valeur écologique. Et puis également, en France, on le voit de plus en plus, les marchés directs, les circuits courts, donc différentes possibilités de repenser la manière dont on réfléchit la production, les modalités d'échange et la consommation. Et du coup, voilà, de dire que c'est important, ce ne sont pas uniquement des questions de marché et d'organiser les échanges, ce n'est pas uniquement lié aux opérateurs de marché, c'est aussi ce que je disais, lié au cadre juridique, lié aux conditions politiques dans les pays. Et donc c'est important de raisonner ces choses-là de manière couplée. Et ça pose la question, dans les filières qui se sont construites depuis très longtemps, ce qui a été qualifié toute la semaine de ce modèle agro-industriel, de leur prédominance sur les conditions dans lesquelles les producteurs vont pouvoir produire et les consommateurs vont consommer. Parce que finalement, ce sont ces opérateurs, bien souvent, qui déterminent ce qu'on va trouver dans nos supermarchés, ce qu'on va trouver dans les différents lieux dans lesquels on va acheter. Et puis c'est eux qui dictent pour beaucoup la manière dont les producteurs doivent travailler. Et ces labels y contribuent. Le fait que les cahiers des charges soient de plus en plus exigeants, bien souvent, quand on a une construction qui ne se fait pas avec les producteurs, ça signifie ce que je vous disais tout à l'heure, des phénomènes d'exclusion. Donc voilà, des questions qui restent encore larges. Je suis partie sur des exemples concrets pour vous montrer ce qui pouvait se passer, mais des questions qui restent bien souvent à traiter de manière plus globale dans les différents pays, au nord et au sud. Je vous remercie beaucoup.